Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, je veux parler de mon propre budget. Ça fait quelques épisodes, en fait depuis le début de l'année, que je voulais parler de mon budget. J'ai même essayé d'enregistrer quelques épisodes où j'en parlais, puis finalement, je trouvais que ça sortait pas bien, donc je me réessaye encore. Okay, l'épisode d'aujourd'hui fait suite à mes idées de transparence un peu avec mes finances personnelles. Épisode numéro 85-86, j'ai parlé de mes finances personnelles. L'épisode 85, c'était mon allocation d'actifs au 31 décembre. Je faisais le bilan de mes avoirs, de ma valeur nette, et puis j'ai partagé ça sur le podcast. J'ai découpé ça pour voir un peu c'était quoi, où étaient mes actifs. Je partageais avec vous que, bon, j'avais une valeur nette de 2,1 millions de dollars, puis je vous expliquais un peu d'où ça venait, puis c'était alloué comment ces actifs-là. Ensuite, tout de suite l'épisode d'après, numéro 86, là, j'ai parlé de mes revenus pour la dernière année. Donc 85, on prenait une photo au 31 décembre de quoi ça avait de l'air. Puis à l'épisode 86, en fait, on regardait au courant de l'année 2024, qu'est-ce qui s'était passé de janvier à décembre. Là, on parlait plus de revenus, de changement de valeur, d'augmentation de valeur des actifs. Puis on a regardé comment que ça a bougé, tout ça, pour voir un peu comment que ça se dessinait, comment que ça se bâtit une valeur nette, comment que ça se bâtit un patrimoine. Il y a plusieurs choses qui bougent en même temps. Ça peut devenir compliqué très vite. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible. 85-86. Donc, je parlais par transparence, puis aussi pour éduquer par mon expérience, par mes finances personnelles. J'essaie de tirer de ça des leçons, d'expliquer un peu mon raisonnement, ce que j'ai appris, et puis on fait le parallèle sur atteindre l'indépendance financière, comment on fait pour partir de zéro, puis se rendre justement à 2 millions, 3 millions de dollars, puis je vous explique mon raisonnement, puis par transparence, je partage mes finances personnelles. Et puis là, on est rendu à l'épisode numéro 91, et je veux parler de mon budget, OK? Parce que à chaque année, je revois mon budget. Évidemment, c'est pour moi important, le budget, quand on va vouloir cheminer vers l'indépendance financière. L'idée, c'est qu'on ne veut pas laisser ça au hasard. Il faut savoir un peu où va notre argent. OK? Puis si on ne fait pas l'exercice de, regarder en arrière, puis regarder ce sur quoi on a dépensé, puis qu'on n'essaie pas de prévoir ce sur quoi on va dépenser dans le futur, puis essayer d'avoir une idée où est-ce qu'on s'en va, c'est pour moi beaucoup plus difficile de cheminer vers l'indépendance financière. On chemine, oui, quelque part, lorsqu'on ne fait pas ces exercices-là, mais on laisse ça un peu au hasard. Et puis, pour moi, ce n'est pas d'être intentionnel et je pense que c'est beaucoup plus difficile d'y arriver si on ne calcule pas toutes ces choses-là, si on ne part pas de savoir ce sur quoi on dépense puis ce sur quoi on va dépenser dans le futur. OK? L'idée du budget que je fais, moi, en chaque début d'année, au mois de janvier, souvent, c'est pour me dire un petit peu, OK, dans quoi je vais dépenser mon argent dans la prochaine année. Puis après ça, il se passe plein d'affaires pendant l'année, mais j'ai quand même une idée en partant où est-ce que moi je veux envoyer mon argent, ce sur quoi je vais dépenser. Puis au courant de l'année, je vais quand même avoir ça en tête. Et pour la plupart des postes de budget, c'est plutôt respecté. Parfois, oui, on dépense plus, ça dépend. On peut avoir plus de revenus aussi que prévu. Puis bon, évidemment, moi, c'est ça, à 43 ans. Je suis rendu à mon 20e budget annuel. Au début, lorsqu'on commence, lorsqu'on n'a jamais fait de budget, si peut-être on est dans notre vingtaine, on commence à travailler, le plus tôt qu'on va commencer à faire un budget, je pense le mieux que c'est.
Puis c'est pas une idée de se restreindre nécessairement, mais c'est de prendre conscience ce sur quoi on dépense. C'est pas de se mettre des limites et puis de voir ça comme quelque chose de plate, mais plutôt voir ça comme un outil essentiel pour cheminer vers l'indépendance financière, pour atteindre la liberté, pour arriver à un stade où est-ce qu'on a notre base financière, puis qu'on a construit notre patrimoine et que là c'est le fun. Tu sais, là, je peux vous le dire parce que je vous ai partagé mes chiffres et puis en cours de route, on a des doutes, on ne sait pas si vraiment ça va mener à une meilleure vie. Et puis moi, je suis là pour vous dire que oui et que je suis très, très heureux d'avoir continué à regarder mes finances personnelles, avoir fait mon budget. Et puis, je vais partager ça aujourd'hui avec vous, OK, par transparence, mais aussi comme éducation. Je vais arriver avec des informations. Je suis allé sur ChatGPT, puis j'ai sorti des moyennes par rapport à certains postes de budget pour voir un peu c'est quoi la moyenne. Quand on fait notre budget, c'est bon de savoir un peu ce que les autres font. Fait que vous pouvez voir ce que moi je fais. Évidemment, si votre valeur nette à l'approche du 2 millions, vous pouvez comparer peut-être plus proche avec ce que je fais. Et si votre valeur nette est plus au début, peut-être que ça va être différent. Puis là où j'allais tantôt en disant que si on n'a jamais fait de budget, probablement que la façon que je procéderais, c'est de la façon que Dave Ramsey dit qu'il faut faire son budget lorsqu'on n'en a jamais fait, c'est-à-dire on va y aller au mois, on va en faire un budget par mois, c'est-à-dire avant que le mois commence, on va réfléchir au mois qui s'en vient, puis on va regarder nos revenus, nos dépenses, puis on va déterminer chaque dollar va aller où. OK? On va faire, on appelle ça un budget zéro, un budget sur base zéro, c'est-à-dire qu'on connaît tous les dollars qui vont rentrer de par nos revenus, puis on connaît tous les dollars qui vont, après ça, soit être dépensés ou aller dans un projet d'épargne pour une mise de fonds, pour un remboursement de dette, pour nos finances, puis on va y aller comme ça, puis le premier mois, ça ne marchera pas bien. On va le faire, quand on va le faire, notre budget pour la première fois, ça ne marchera pas bien, ça va être tout croche, on ne va pas arriver proche des chiffres, puis c'est correct. Il faut se donner le temps, c'est de faire l'exercice sur une base régulière. Au début, de le faire une fois par mois, c'est une bonne chose. Le premier mois, ça ne sera pas ça. Le deuxième mois, ça va être un petit peu mieux. Le troisième mois, on va se rapprocher. Puis de le faire mois après mois, comme ça, on va finir par y arriver, prendre conscience, puis prendre le contrôle de nos finances. Donc, on parle là de mon budget 2025. C'est l'exercice que je fais, comme même en dehors du contexte du podcast, je fais ce budget-là, moi, chaque année. Donc là, je fais juste reprendre ces chiffres-là. Puis évidemment, là, j'ai passé beaucoup plus de temps à le structurer, rendre ça simple, ou en tout cas, essayer d'avoir une approche pour pouvoir le montrer, l'expliquer, mais c'est vraiment les chiffres, moi, que je mets dans ma stratégie de budget par enveloppe. OK, on va commencer. Puis là, j'ai mon fichier Excel ici que j'utilise. Évidemment, je vais en audio, c'est un podcast. Je vais essayer de dire des chiffres arrondis puis rendre ça le plus simple possible pour qu'on puisse suivre de façon audio sur le podcast. Premièrement, je vais y aller en pourcentage, mais je vais aussi dire des vrais chiffres. Tu sais, comme mon budget de dépenses 2025, c'est 55 000. OK, puis là, je fais déjà une première parenthèse. OK, nous, dans notre famille, la façon qu'on fonctionne, on n'a pas encore combiné le budget. On ne fait pas un budget en couple. OK, puis là, je vais parler de ça rapidement parce que je pense que c'est très important dans un couple, dans une famille, de combiner les finances, de se marier, puis d'avancer comme un seul bloc ensemble. Et puis là, moi, j'arrive, puis je vous dis que le budget que je fais à chaque début d'année, en fait, c'est que mes revenus, mes dépenses, et puis qu'avec ma conjointe, on a un petit peu nos choses séparées. Mais là, je vais devoir un petit peu y aller avec une explication dans le sens que avec ma conjointe, on n'est pas encore mariés, premièrement, on va se marier cette année. Puis, on s'est parlé de finances personnelles, on s'est parlé d'objectifs financiers pour le couple dès le début, il y a 5 ans, quand on s'est rencontrés puis qu'on a décidé d'acheter une maison ensemble puis qu'on a aménagé. On a un système qui fonctionne assez bien, les deux, même si on gère chacun séparément, qu'on n'a pas nécessairement un fichier Excel avec nos revenus et dépenses combinés. Ma conjointe a un système qu'elle utilise depuis longtemps avec ses comptes. C'est beaucoup, il faut s'entendre là, dans le couple, évidemment, ma conjointe, moi. Dans un couple, OK, en général, ce que j'ai appris de par mes
écoutes et mes lectures de livres, les écoutes de podcasts, c'est que dans un couple, il y a souvent un geek, puis il y a quelqu'un qui est un petit peu plus free spirit, si on veut. OK? Puis c'est tout à fait normal. Et puis dans notre couple, ben, vous aurez compris que le geek, c'est moi. Donc évidemment, moi, j'ai mes fichiers Excel, j'ai mon Quicken. Puis il faut dire aussi que j'ai plusieurs sources de revenus, des entreprises. Puis tout ça est assez complexe à un certain point à gérer les rentrées d'argent, les dépenses, que j'aime beaucoup ça, avoir mes logiciels, mes fichiers Excel pour pouvoir faire ça. Et puis que dans le cas de ma conjointe, évidemment, sa situation financière est beaucoup plus simple, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des objectifs financiers communs. On s'en est vraiment parlé et puis on avance ensemble. Et puis là, en fait, même, on va se marier en 2025 au mois de mai. Et puis, oui, on va combiner nos finances. Je ne sais pas si on va venir qu'à faire nécessairement un budget commun. Je ne sais pas si c'est nécessaire aussi, parce que l'affaire, c'est qu'on est un petit peu victime de notre entente ou notre façon de fonctionner. En gros, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de dépenses de logement, puis que je prends en charge pas mal de dépenses de nourriture, d'alimentation, je prends 75% des charges justement de logement, puis comme on a une maison payée sans hypothèque, ben ça réduit de beaucoup, puis on a une entente où est-ce qu'elle aussi, son capital augmente. Puis de toute façon, là, maintenant qu'on va être mariés, notre capital va augmenter à partir de ce moment-là. En même temps, on va être 50-50, puis il n'y aura plus vraiment de question de « c'est à toi, c'est à moi ». On s'en va vraiment ensemble. Puis c'est ce que je voulais pour notre couple, pour ma famille. Puis je suis convaincu aussi que, autre parenthèse, que c'est la meilleure façon de procéder pour se bâtir un patrimoine, c'est-à-dire d'y aller conjointement avec son partenaire, sa partenaire, se marier, combiner les finances, puis avancer. Je pense que les personnes qui s'enrichissent le plus, si on regarde les statistiques, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne. Puis un couple aussi qui a des objectifs financiers, mais des objectifs de vie communs, puis qui n'a pas de chicane d'argent, qui sait exactement vers où on s'en va, puis qu'on a des rêves ensemble. Je suis un fervent croyant que ça, c'est une très, très bonne approche pour un couple, puis les finances personnelles en même temps. On doit s'en parler, il faut que ce soit clair. Et puis après ça, on va de l'avant et on s'en va vers, ben nous, évidemment, l'indépendance financière. Vous aurez compris que c'est important. C'était important pour moi avant de rencontrer ma conjointe. Et puis, elle était tout à fait on board, comme on dit, lorsqu'on s'en est parlé. Puis, on est très, très bien là-dedans. OK. Mais tout ça pour dire que le budget que je vous montre aujourd'hui, ben, c'est ma partie, dans le fond, des dépenses. C'est 55 000. Tu sais, pensez que ma conjointe, elle peut dépenser peut-être un autre 30 000 à côté. Dans le fond, pour le ménage, nous, ça va plus être autour de 85 000 qu'on dépense par année. Mais là, aujourd'hui, je vais parler du 55 000, OK? Parce que ça, c'est les chiffres que j'ai dans mon fichier. C'est l'exercice que je fais avec mon budget, donc j'y vais avec ces chiffres-là. Autre chose que je veux parler, donc un budget de dépenses de 55 000. Donc ça comprend évidemment tous les postes là, de budget logement, alimentation, transport, santé, loisirs, voyage, les cadeaux. J'ai un poste aussi pour les REEE. Ça résume en gros les dépenses qu'on fait. T'sais, on a besoin de manger, d'être logé, de se vêtir. On a des activités, on fait des voyages. Puis après ça, on a du transport aussi parce qu'on va voir nos proches, on a des activités, on va faire nos courses, donc on a le transport qui est inclus là-dedans. Puis après ça, ben c'est ça là. C'est ça le budget dans le fond, c'est combien que ça nous coûte pour fonctionner, pour vivre, pour manger. Puis on parle pas des projets d'investissement là-dedans, on parle pas, j'ai pas fait de budget nécessairement pour l'achat de la prochaine maison. Le fonds d'urgence, j'ai déjà tout là. Là, on parle de combien que ça me coûte des dépenses pour vivre. Combien que ça coûte là, pour que les lumières restent allumées puis que, tu sais, on a notre qualité de vie, notre niveau de vie. Combien que ça coûte notre train de vie, dans le fond? C'est ça, là. C'est ça dont il est question aujourd'hui, notre train de vie. Donc, moi, 55 000 par année. Ma conjointe ajoute un autre 30 000. Tu sais, là-dedans, il y a l'école privée de sa fille aussi, tu sais, que c'est un beau luxe qu'on peut se permettre. On va chercher quand même avec
une valeur nette, nous, pour le ménage de 2,2 millions, ben c'est ça. On va chercher quand même. On a quelqu'un qui vient faire le ménage dans la maison. On se paye certaines choses. On se paye l'école privée pour le secondaire. Puis oui, quelques voyages par année, sans être trop extravagant. C'est ça que le budget, éventuellement, nous permet. Puis on a quand même d'autres projets après ça pour toute l'épargne. Mais là, je reviens sur, le 55 000 de dépenses de train de vie. Ça, il faut voir ça. Si on revient à l'épisode numéro 86, c'était tout ça, où est-ce que je parlais de mes revenus et dépenses? Oui, c'est ça. L'épisode numéro 86, mes revenus pour l'année 2024. Bien, 55 000, là, c'est pas un gros montant par rapport à mes revenus. En réalité, là, si je regarde tout l'argent qui rentre dans mon année, en tout cas, si on regarde ce qui est rentré en 2024, c'était net 175 000 à peu près. Donc là, vous voyez qu'entre 175 000 puis 55 000, il y a comme un 120 000 de plus. Donc, c'est quoi ce 120 000 de plus-là? Bien, c'est ça qui sert à augmenter la valeur nette. C'est ça qui va se mettre dans le fonds d'urgence, c'est ça qui va s'ajouter aux investissements et qui fait qu'on devient de plus en plus indépendant financièrement. Donc là, mon premier constat dans le budget, c'est que mon train de vie, c'est une petite partie de mes revenus. OK? Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que là, on est en 2025. Mais si je recule de 20 ans, bien évidemment que mon budget, peut-être quand j'ai commencé à travailler, était peut-être autour de 40 000 et à ce moment-là, peut-être je faisais 60 000, 70 000. Donc, évidemment que je n'épargnais pas 120 000 par année pour mettre de côté pour ma valeur nette. C'est parce que j'ai réussi à accumuler des actifs, des entreprises, que mes talents aussi de travail, d'expertise ont augmenté. Ma valeur, elle a augmenté sur le marché du travail. Donc, c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, je peux dégager une aussi grosse épargne, mais il y a aussi le fait que mes dépenses, mon train de vie, qui peut-être était de 30-40 000 lorsque j'ai commencé à travailler, puis que maintenant sont à 55 000, on ne parle pas de doubler les dépenses. On parle que mon budget a augmenté, oui, de 30 000, par exemple, à 55 000, mais c'est pas de 30 000 à 120 000 par année là, de train de vie. Mon train de vie reste quand même relativement bas par rapport à mes revenus. OK? Puis ça, c'est évidemment important si on veut accumuler de la richesse. C'est clé. OK? La fameuse différence entre nos revenus puis nos dépenses. OK? Ça, je le répète, je le martèle à tous les épisodes. Au début, que ce soit 1% d'épargne qu'on soit capable de dégager de nos revenus, mais ça, on veut l'augmenter avec le temps. Bien, moi, je l'ai augmenté maintenant que l'année passée, en 2024, ben, c'était 120 000 net que j'ai pu dégager en épargne, puis j'en ai dépensé, c'était 75 000 finalement, mais là, mon budget, je le ramène, moi, à 55 000. Mon train de vie, pour moi, c'est 55 000. C'est ce que je me retire comme paye de mon entreprise pour le train de vie. Bon, puis là, peut-être que oui, si on a des rentrées d'argent quand même plus importantes, bien, peut-être qu'on va se gâter, on verra en cours de route, mais le train de vie, ça, c'est la base. Là. Tu sais, je pense pas que si j'avais moins que ce montant-là, ça serait un petit peu plate. Tu sais, je reviendrais un petit peu en arrière, il faudrait que je me prive, puis ça serait moins le fun. Bon, donc ça, c'était l'autre parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses, là. C'était l'autre parenthèse pour dire par rapport à mon budget total de 55 000, mais versus les revenus nets que j'ai, là, c'est pas la même chose. Quand je vais regarder un poste de dépense dans mon budget, je peux le calculer en fonction du 55 000, donc un pourcentage à l'intérieur de mon budget, ou je peux le calculer par rapport au pourcentage de mon revenu. Puis là, évidemment, la partie de mon budget va être beaucoup plus petite en pourcentage si on le calcule sur 175 000 de revenus nets versus si on le calcule sur 55 000 de budget total pour mes dépenses de train de vie. Okay? Parce que quand on va regarder les statistiques, on regarde que les ménages canadiens ont dépensé en moyenne 67 126. OK? Mais là, il faut voir c'est quoi la moyenne après ça d'épargne. Est-ce que ça, c'est les revenus? Je pense que c'est les dépenses
moyenne pour le ménage, probablement qu'il y a peut-être un petit montant supplémentaire qui est pour l'épargne des ménages aussi. Mais là, ici, en tout cas, je n'ai pas là, cette statistique-là, malheureusement, mais mon but, ce que je veux pour vous, c'est que peu importe votre taux d'épargne, pour accumuler un patrimoine, vous allez vouloir augmenter la partie, justement, épargne en dehors de votre budget. Avec le temps. Donc, c'est pas grave si on part avec un tout petit montant au début, mais en autant qu'on travaille vers augmenter ce chiffre-là, le fameux taux d'épargne avec le temps pour pouvoir accumuler toujours un plus gros montant année après année. Puis c'est pour ça que l'effet cumulé, l'intérêt composé, tout ça, pour moi, c'est tout mélangé ensemble. Ça fait toute partie de ces effets-là. Je vais revenir à mon propre budget. J'aime beaucoup ici ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est-à-dire de me donner des statistiques un peu sur les budgets. Là. Puis lui, il m'a dit, bon, en 2021, puis ça, c'est sur le site publication.gc.ca que ChatGPT a trouvé ça. En 2021, les ménages canadiens ont dépensé en moyenne 67 126 en biens et services. Les principales catégories de dépenses pour l'heure et leur pourcentage respectif étaient... Donc, le logement, c'est la plus grosse dépense, 31,4 % du 67 000. OK? C'est la plus grosse dépense. On parle de quoi, 31 %? C'est quasiment, si tu 20 000, autour de 20 000 par année consacrés au logement. Ensuite, bon, allons-y avec le logement. Commençons par ça. C'est la plus grosse dépense. OK? Dans mon cas, vous le savez, j'ai une maison, il n'y a pas d'hypothèque, qui est payée au complet. Donc, on a, nous, que les frais de condo à payer, on a les taxes municipales et scolaires, on a ajouté, par contre, quelqu'un qui vient nous aider avec le ménage 2 fois par mois, en fait, aux 2 semaines. Donc, on ajoute un petit peu de frais. Donc, pour moi, les frais de condo ici, c'est... puis là, c'est que ma partie, moi, je paye 75 %, OK? On parle de 3 600 par année pour les frais de condo, on parle de 2 280 pour l'entretien ménager, on parle d'un 900 $ pour l'électricité, on parle d'assurance habitation pour moi qui coûte 400 $, presque rien. En gros, pour moi, les dépenses, puis peut-être une grosse dépense là, par rapport au condo qu'on veut faire, nous, spécialement en 2025, c'est on veut changer quelques meubles dans la maison. Donc ça, j'entre ça dans les dépenses de logement. OK? Pour cette année, il y a toujours des petites choses à faire pour le logement. L'année passée, on a fait venir des peintres étudiants pour peinturer tout le condo parce qu'on était encore sur le primer. Bien, pas sur le primer, là, mais on était sur la peinture un peu bas de gamme lorsqu'on a acheté suite à la construction du condo. Donc là, on a fait repeindre avec une bonne qualité de peinture. Donc, il y a tout le temps des petites choses à faire à chaque année, des petites améliorations qu'on veut faire à notre habitation, à notre logement. Donc, j'ajoute ça quand même, parce que ça revient quand même à chaque année, donc il faut le compter, un 5 000 $ dans notre budget. En gros, pour moi, c'est 10 % du 55 000, 9 % en fait du 55 000 qui est consacré au logement. On est loin du 31,4 % des ménages canadiens en 2021, des statistiques. Même que si j'y vais par rapport à mes revenus de 175 000, je suis à 3 %. Okay? Donc, 3 % de mes revenus, c'est consacré, moi, au logement. Puis là, on n'arrive pas à 9 %, 3 % comme dépense de logement du jour au lendemain. Quand on va sortir de l'école puis qu'on commence la vie avec zéro, qu'on n'a pas de patrimoine, qu'on n'a rien, ça peut pas être 10 % parce qu'un logement, ça coûte cher, parce qu'une hypothèque, ça va automatiquement coûter plus cher que ça. Et puis là, il faut s'en tenir un petit peu à essayer de garder ça sous contrôle, mettre un maximum de 35 %. Ça, c'est la recommandation du gouvernement. 35 % de nos dépenses. On ne devrait pas dépasser 35 % de notre budget pour notre logement. OK? C'est pas pour rien qu'en hypothèque, on a les ratios 39-44. 39, c'est le maximum là, qu'on peut en termes de paiement hypothécaire, taxes et frais de chauffage dédiés à notre logement. Donc, c'est pas pour rien que le gouvernement utilise 39 %. Ici, on dit même 35 %. Puis là, quand notre maison va être remboursée, bien là, ça va descendre là, en bas de 10 %. Donc, même qu'il y a des statistiques
que lorsqu'on est locataire, normalement, la moyenne, ça va plus être autour de 30% nos dépenses de logement. Et puis lorsqu'on est propriétaire, ça va tendre plus vers le 10% parce qu'éventuellement, on rembourse notre hypothèque. Notre maison est payée. On a les taxes municipales scolaires à payer, peut-être les frais de condo si on est en condo. Mais si on n'est pas en condo, ben, il faut quand même payer plus d'assurance, il faut payer l'entretien de la maison, tout ça. Évidemment, ça a des coûts. C'est sûr qu'il y a des frais à être propriétaire, mais en gros, dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup de propriétaires, lorsque la maison est payée, ben ça diminue de beaucoup. Puis ça dégage de la place dans notre budget pour d'autres choses. Moi, je trouve ça important. Je veux pas qu'on reste avec des dépenses de logement de 30% de notre budget toute notre vie. Non, je veux... Oui, qu'on parte à peut-être 30, mais qu'on diminue ça, puis qu'on baisse ça à 10, puis peut-être même qu'on baisse ça à 5, éventuellement, 5% de notre budget dédié au logement. Ça, c'était ma parenthèse par rapport à l'indépendance financière. Je veux qu'on pense de cette façon-là, parce que l'idée d'arriver à l'indépendance financière, c'est d'accumuler un patrimoine qui va être 25 fois nos dépenses. Puis si on peut réduire nos dépenses de logement comme ça va faciliter. On n'aura pas besoin d'accumuler une si grosse somme d'argent pour atteindre l'indépendance financière si notre dépense de logement, c'est 7%. Ou dans mon cas ici, 9-3%, dépendamment si on le regarde par rapport à mon revenu de l'année passée ou si on le regarde par rapport à mon budget total. Donc ça, c'était pour le logement. Gros morceau du budget. Dans mon cas, c'est pas le plus gros morceau du budget, OK? Le plus gros morceau du budget, dans mon cas, c'est l'alimentation. Moi, j'appelle ça dépenses courantes, épicerie, restaurant. J'ai même ajouté des loisirs un peu là-dedans parce que, en gros, c'est un petit peu mes dépenses fourre-tout qui vont varier dépendamment de ce qu'on fait, des activités, des sorties au resto. Si jamais on reçoit des gens à manger, tout ça, ça fait partie beaucoup de nos activités. Donc, l'alimentation, dans mon cas, c'est 23% de mon budget. Donc, on est à 13 000 sur 55 000. C'est une grande partie du budget. L'épicerie, les restaurants. Normalement, c'est 15,4%. Donc, ce poste de budget-là, c'est la deuxième plus grosse dépense. Normalement, si on regarde les ménages canadiens qui ont dépensé en moyenne 67 126, les dépenses consacrées à l'alimentation, c'était 15%. Dans mon cas, c'était 23% du budget, du 55 000, mais quand même juste 7% de mes revenus total de 175 000 net, OK? Puis c'est 23% de mon budget de train de vie. Puis, ben, ce que je peux dire par rapport à l'alimentation et l'indépendance financière, ben, ça, je dirais, moi, que c'est une chose à un certain point que j'ai arrêté de regarder là, les rabais nécessairement à l'épicerie. Je suis pas un fan des restos. Donc ça, je suis quand même conscient que si je mangeais tout le temps au resto, c'est pas bon. Donc, j'aime manger à la maison le plus possible. Mais par contre, quand je vais à l'épicerie, j'achète ce que je vais manger. Le rendu là, je me casse pas, je regarde pas les spéciaux, je prends pas les coupons. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, ce que l'indépendance financière, moi, m'a apporté. C'est que, oui, je mange pas au resto comme à volonté, on the go tout le temps. Je suis très à la maison, mais quand vient le temps de faire l'épicerie, je regarde pas trop quelle marque, puis quel prix, puis je vais regarder un peu là, si c'est pas trop compliqué pour moi, mais je passerai pas trop de temps. Je vais plus me demander vraiment ce que je vais manger quand je vais à l'épicerie. Et puis ça, ce côté-là, moi, les dépenses d'alimentation à la maison, ben avec ma conjointe, tout ça, moi, quand je vais à l'épicerie, puis c'est souvent moi qui paye les restos complets 100%, puis quand je vais à l'épicerie, je paye 100%, puis quand ma conjointe va faire l'épicerie, ben là, je lui donne 50% de ce qu'elle achète, t'sais. Puis pour que ce soit juste, là, par rapport à nos revenus, nos dépenses, c'est l'entente qu'on a, puis je pense que ça convient là, assez bien. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour l'alimentation. C'est une des plus gros postes de dépenses que j'ai. Ensuite, la voiture, ça, j'en ai déjà parlé souvent. La voiture, dans mon cas, évidemment, c'est acheter cash, donc il n'y a pas de paiement de voiture, donc on paye l'assurance, mais on paye aussi la prochaine voiture, puis on se garde un fonds d'urgence pour l'entretien. Donc moi, j'ai tout le temps un poste dans mon budget qui est entretien-épargne. OK? Donc là, cette année 2025, 3 000 $. Je l'ai baissé un peu parce que je viens tout juste d'acheter ma nouvelle voiture en 2024.
mais j'ai un poste quand même, j'ai 3 000 $ que j'alloue chaque année pour soit ça va rester dans un compte pour de l'épargne pour la prochaine voiture ou ça va servir en réparation. Puis là, évidemment, la voiture est presque neuve, là, donc elle n'a pas eu beaucoup de réparation, mais étant donné que c'est une voiture de luxe, je m'attends à des grosses... même quand je vais aller faire un changement d'huile, ça va coûter très cher. Donc, c'est pas pour rien quand même que je mets ces sous-là de côté. Ensuite, je me mets un 2 000 $ pour l'essence par année. Ensuite, l'assurance, plus les plaques, plus le permis, un autre presque 2 000 $. Là, parce que oui, la voiture que j'ai achetée l'année passée, je dois l'assurer maintenant des deux bords, comme on dit, parce que bon, là, je trouverais ça plate là, qu'il arrive un accident puis que je perde quand même le montant d'argent que j'ai investi l'année passée. Mais je ne sais pas combien de temps là, que je vais garder l'assurance des deux côtés. Là, je vais attendre que la dévaluation vraiment de la voiture atteigne un certain niveau, puis après ça, je vais l'assurer juste d'un bord, là, comme j'avais avec mon ancienne voiture que j'ai gardée très longtemps quand même pendant presque 12 ans. Donc, voiture, ben, que dire par rapport à l'indépendance financière? Ben, c'est un gros poste de dépense. Hein. Ça, si on regarde dans 2021, les ménages canadiens qui ont dépensé 67 000, il y avait encore là, autant, il y avait 15 % du budget qui était alloué au transport. Ça, c'est un gros problème parce que les gens achètent leur voiture à crédit. On va s'acheter une trop grosse voiture pour nos moyens. Tandis que si on l'achetait cash, ça coûterait moins cher que ça. On ne serait pas à 15 %. Mais parce que tout le monde s'achète une voiture à paiement, ben là, c'est ça. On se retrouve à payer aussi cher pour notre transport que pour notre alimentation. Évidemment, si on n'a pas de voiture puis qu'on utilise les transports en commun, là, c'est très, très bon. Si on est capable de faire ça, si on habite en ville puis qu'on est capable de se débrouiller avec les transports en commun, avec les peut-être locations de voitures d'un fois, mais moi, je viens de la Rive-Sud et puis ça n'a jamais été mon cas là, que je pouvais vraiment me débrouiller sans voiture. J'ai toujours voulu pouvoir me déplacer quand même sur la Rive-Sud où que je veux. Puis ça, pour moi, c'est dès que j'avais 18 ans, c'était très, très important, le sentiment de liberté avec la voiture, de pouvoir me déplacer où je voulais, quand je voulais. Et c'est ça, là, je connais pas d'autre chose. Mais évidemment que je reconnais que ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher si on utilise le transport en commun puis qu'on n'a pas de voiture. Puis peut-être que si on n'a jamais eu de voiture, ben c'est super bon. Puis qu'on n'a jamais eu ce besoin-là de liberté tant que ça, puis de pouvoir se promener comme on veut, quand on veut, avec notre voiture. Mais là, évidemment, c'est un luxe que je me paye avec l'indépendance financière, mais qu'en fait, je me suis toujours payé. Le compromis que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, moi, que j'allais acheter mes voitures content, que j'allais pas m'acheter à crédit, à paiement. Donc voilà, ça c'est le sacrifice que j'ai fait pour atteindre l'indépendance financière. Ça m'a bien servi, ça a gardé mon poste de dépense pour le transport sous contrôle tout au long de ma vie depuis que j'ai commencé à travailler puis que j'étudiais. OK. Ensuite, là, si on continue dans les postes de dépenses, là, on est rendu dans les plus petits postes de dépenses. Le prochain, si je regarde Statistique Canada, donc les ménages canadiens en 2021, le poste ensuite, c'est la santé. Donc, même si le système de santé au Québec, donc c'est supposément gratuit, mais on a quand même des soins qui ne sont pas couverts parfois, les soins dentaires, certains médicaments qui ne sont pas couverts. Donc, ici, Statistique Canada dit 4,8 % du budget pour la santé. Dans mon cas, quand même, j'inclus le GEM là-dedans. J'ai quand même un 9 % que je consacre à mon budget pour la santé, pour l'activité physique, puis prendre soin vraiment de ma santé. Donc, un 5 000 $ par année que je mets de côté pour ce poste-là. Ensuite, vêtements et accessoires, dans mon cas, ça c'est 3 %. C'est pile en ligne avec 6 vêtements et accessoires sur les ménages canadiens, 3,4 %. Donc, ça, ce côté-là, moi, ça va, c'est 1 500 $ par année que je dépense en vêtements. En fait, ben ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'acheter des vêtements beaucoup. C'est vraiment, en fait, plus une tâche là, que je dois faire parfois pour renouveler ma garde-robe ou en tout cas avoir des vêtements là, qui ont de l'allure quand je sors en public. Je sais que pour certaines personnes, dépenser pour les vêtements, ça va être facile, puis même problématique, mais pour moi, ça ne l'est pas. En fait, c'est problématique dans le sens qu'il faudrait que je passe plus de temps pour moi à me concentrer là-dessus pour avoir de l'air un petit peu plus respectable quand je sors de chez moi. Mais bon, ça, c'est un autre issue. Ensuite, là, on arrive peut-être au plus gros poste qui est plus dans les dépenses discrétionnaires, c'est les vacances, les cadeaux, les dons.
Moi, je rentre les REEE là-dedans parce qu'avec mes neveux et nièces, je l'ai déjà expliqué, j'ai décidé de cotiser 500 $ par neveu et nièce et au fil des années, il s'en est ajouté plusieurs parce que mes frères, c'est ça, ont eu plusieurs enfants dans les dernières années. Donc là, j'ai un petit poste de budget maintenant, 3 000 $ par année pour les REE de mes neveux, nièces et de ma belle-fille aussi. Et poste de vacances qui, l'année passée, ça m'a coûté 22 000 $ parce qu'on a fait un petit peu plus de voyages, de vacances qu'à l'habitude. J'ai ramené ce poste-là maintenant à 7 000 $ pour l'année. Donc 13 % du budget, mais 4 % de mes revenus nets. 7 000 $ pour le poste de vacances, et puis les cadeaux aussi, puis les dons pour les anniversaires, puis les dons de charité. Parfois, quand je participe à des événements, je me fais inviter à des tournois de golf, tout ça, on va donner des dons par-ci par-là, acheter des trucs à l'encan. Donc, j'ai un 5 200 $ de prévu à mon budget pour l'année pour ça. Un petit budget pour le chien aussi, si vous avez un animal de compagnie, ça, bon, là, je l'ai sur un poste de dépenses séparées parce que je pense que quand on a eu notre chien, c'était nouveau pour moi en 2021. Là, peut-être maintenant, je pourrais le rentrer dans mes dépenses courantes, mais en gros, c'est 1 000 $ par année que ça coûte. Puis ma conjointe s'occupe aussi de quelques dépenses. On sépare ça à deux, les dépenses pour le chien. Puis ça fait le tour. Ça fait le tour là, du budget. Ça fait le tour des points que je voulais apporter par rapport à mon budget personnel. Je vous encourage à faire votre budget, puis à réfléchir. Si vous n'avez jamais fait de budget avant, commencer à le faire peut-être à chaque mois pour vous pratiquer. Puis petit à petit, en le faisant, en le répétant, vous allez devenir de mieux en mieux et vous allez voir que juste de faire l'exercice de regarder c'est quoi nos dépenses, automatiquement, nos finances personnelles vont s'améliorer. Hein. Ce sur quoi on porte notre attention s'améliore. C'est gratuit. C'est gratuit, ça coûte rien de faire ça. Ça coûte un peu de notre temps. Et c'est du temps qui est très, très bien investi, selon moi, de faire cet exercice-là. Si vous êtes au début, vous pouvez le faire une fois par mois. Si vous êtes maintenant habitué, vous pouvez le faire maintenant une fois par année, comme je le fais. Moi, je révise un petit peu ces chiffres-là selon ce qui s'est passé l'année d'avant. Je regarde, puis j'ajuste mes montants pour l'année prochaine. J'essaie de me projeter aussi, puis voir un peu ce qui va se passer. Je termine en parlant du Club Privilège. Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie. À l'intérieur du courriel, il y a même une courte vidéo qui fait un petit coucou, qui explique des choses, où est-ce que je suis rendu, puis des choses par rapport peut-être au podcast, peut-être par rapport au tirage ou aux hypothèques. Une courte vidéo, là, j'essaie de garder ça pas plus qu'une, 2 minutes. À l'intérieur du courriel, vous avez ça. Ensuite, le gagnant du mois de février, on a fait le tirage pour la carte cadeau de 50 $. C'est Mathieu, un auditeur du podcast, qui l'a gagné. Et puis Mathieu, ça s'est adonné qu'on a eu une super conversation ensemble. Il m'a dit « Hey, est-ce que tu veux qu'on se parle? » On s'était déjà parlé l'année passée, l'été passé. Mathieu, quelqu'un qui a vendu son entreprise, on a parlé de gestion de dette, puis on a parlé de combiner les finances avec notre conjointe, et puis on avait beaucoup de choses en commun lorsqu'on se parlait. C'est ça, Mathieu a vendu son entreprise, et puis là, ça demandait « Ouais, je devrais-tu rembourser mes hypothèques? » Puis là, j'ai dit « Ben oui, moi je l'ai fait. » Puis après ça, une fois que tu l'as remboursé, tu vas voir, tu ne voudras plus revenir en arrière. Essaye-le, tu perds rien. Tu peux toujours après ça refinancer puis aller réemprunter. Mais d'après moi, si tu rembourses ton hypothèque, tu ne voudras pas revenir en arrière après. Donc, c'est un petit peu ça qu'on se disait. Et puis même, c'est après la conversation que j'ai appris qu'on a fait le tirage et c'est lui qui a gagné donc la carte cadeau de 50 $ dans mon tirage du Club Privilège du mois de février. Donc, si vous voulez la chance de gagner le grand prix ou la carte cadeau de 50 $, vous pouvez vous inscrire au Club Privilège. Il y a le lien dans les notes de l'émission. Vous avez aussi mon site web, frédériclacharité.com/club-privilège, où vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette. Là, si vous passez par tous ces formulaires-là, je vais vous ajouter au Club Privilège et vous allez commencer à recevoir, peut-être dès le mois de mars, le courriel pour le Club Privilège. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un excellent cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook
à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.